Germinal, 7e partie, chapitre 3. À 4 heures, la descente commença. Dans sa aire, installé en personne au bureau du marqueur, dans la lampisterie, inscrivait chaque ouvrier qui se présentait et lui faisait donner une lampe. Il les prenait tous, sans une observation, tenant la promesse des affiches. Cependant, lorsqu'il aperçut au guichet Étienne et Catherine, il eut un sursaut, très rouge, la bouche ouverte pour refuser l'inscription. Puis, il se contenta de triompher d'un air goguenard. Ah ah, le fort des forts était donc par terre. La compagnie avait donc du bon que le terrible tombeur de Montsou venait lui demander du pain. Silencieux, Étienne emporta sa lampe et monta au puits avec la herscheuse. Mais c'était là, dans la salle de recette, que Catherine craignait les mauvaises paroles des camarades. Justement, dès l'entrée, elle reconnut Chaval au milieu d'une vingtaine de mineurs, attendant qu'une cage fût libre. Il s'avançait furieusement vers elle, lorsque la vue d'Étienne l'arrêta. Alors, il affecta de ricaner, avec des haussements d'épaules outrageux. Très bien, il s'en foutait, du moment que l'autre avait occupé la place toute chaude. Bon débarras, ça regardait le monsieur s'il aimait les restes. Et sous l'étalage de ce dédain, il était repris d'un tremblement de jalousie, ses yeux flambaient. D'ailleurs, les camarades ne bougeaient pas, muets, les yeux baissés. Ils se contentaient de jeter un regard oblique au nouveau venu. Puis, abattus et sans colère, ils se remettaient à regarder fixement la bouche du puits, leur lampe à la main, grelottant sous la mince toile de leur veste dans les courants d'air continus de la grande salle. Enfin, la cage se cala sur les verrous, on leur cria d'embarquer. Catherine et Étienne se tassèrent dans une berline où Pierron et 2 haveurs se trouvaient déjà. À côté, dans l'autre berline, Chaval disait au père Mouque, très haut, que la direction avait bien tort de ne pas profiter de l'occasion pour débarrasser les fosses des chenapans qui les pourrissaient. Mais le vieux palefrenier, déjà retombé à la résignation de sa chienne d'existence, ne se fâchait plus de la mort de ses enfants, répondait simplement d'un geste de conciliation. La cage se décrocha, on fila dans le noir. Personne ne parlait. Tout d'un coup, comme on était aux 2/3 de la descente, il y eut un frottement terrible. Les fers craquaient, les hommes furent jetés les uns contre les autres. « Nom de Dieu !» gronda Étienne. « Est-ce qu'ils vont nous aplatir? Nous finirons par tous y rester avec leur sacré cuvelage. Et ils disent encore qu'ils l'ont réparé. » Pourtant, la cage avait franchi l'obstacle. Elle descendait maintenant sous une pluie d'orage si violente que les ouvriers écoutaient avec inquiétude ce ruissellement. Il s'était donc déclaré bien des fuites dans le brandissage des joints. Pierron, interrogé, lui qui travaillait depuis plusieurs jours, ne voulut pas montrer sa peur, qui pouvait être considérée comme une attaque à la direction. Et il répondit « Oh, pas de danger, c'est toujours comme ça. Sans doute qu'on n'a pas eu le temps de brandir les pichoux. » Le torrent ronflait sur leur tête. Ils arrivèrent au fond, au dernier accrochage, sous une véritable trombe d'eau. Pas un porion n'avait eu l'idée de monter par les échelles pour se rendre compte. La pompe suffirait, les brandisseurs visiteraient les joints la nuit suivante. Dans les galeries, la réorganisation du travail donnait assez de mal. Avant de laisser les haveurs retourner à leur chantier d'abattage, l'ingénieur avait décidé que, pendant les 5 premiers jours, tous les hommes exécuteraient certains travaux de consolidation d'une urgence absolue. Des éboulements menaçaient partout. Les voies avaient tellement souffert qu'il fallait raccommoder les boisages sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres. En bas, on formait donc des équipes de 10 hommes, chacune sous la conduite d'un porion. Puis, on les mettait à la besogne aux endroits les plus endommagés. Quand la descente fut finie, on compta que 322 mineurs étaient descendus, environ la moitié du nombre qui travaillait lorsque la fosse se trouvait en pleine exploitation. Justement, Chaval compléta l'équipe dont Catherine et Étienne faisaient partie.
Et il n'y eut pas là un hasard. Il s'était caché d'abord derrière les camarades, puis il avait forcé la main au porion. Cette équipe-là s'en alla déblayer, dans le bout de la galerie nord, à près de 3 kilomètres, un éboulement qui bouchait une voie de la veine 18 pouces. On attaqua les roches éboulées à la pioche et à la pelle. Étienne, Chaval et 5 autres déblayaient, tandis que Catherine, avec 2 galibots, roulait les terres au plan incliné. Les paroles étaient rares, le porion ne les quittait pas. Cependant, les 2 galants de la herscheuse furent sur le point de s'allonger les gifles. Tout en grognant qu'il n'en voulait plus de cette traînée, l'ancien s'occupait d'elle, la bousculait sournoisement, si bien que le nouveau l'avait menacé d'une danse s'il ne la laissait pas tranquille. Leurs yeux se mangeaient. On dut les séparer. Vers 8 heures, Dansaert passa donner un coup d'œil au travail. Il paraissait d'une humeur exécrable. Il s'emporta contre le porion. Rien ne marchait. Les bois demandaient à être remplacés au fur et à mesure. Est-ce que c'était fichu de la besogne pareille? Et il partit, en annonçant qu'il reviendrait avec l'ingénieur. Il attendait Négrel depuis le matin, sans comprendre la cause de ce retard. 1 heure encore s'écoula. Le porion avait arrêté le déblaiement pour employer tout son monde à étayer le toit. Mais la herscheuse et les 2 galibots ne roulaient plus, préparaient et apportaient les pièces du boisage. Dans ce fond de galerie, l'équipe se trouvait comme aux avant-postes, perdue à une extrémité de la mine, sans communication désormais avec les autres chantiers. 3 ou 4 fois, des bruits étranges, de lointains galops, firent bien tourner la tête aux travailleurs. Qu'était-ce donc? On aurait dit que les voies se vidaient, que les camarades remontaient déjà, et au pas de course. Mais la rumeur se perdait dans le profond silence. Ils se remettaient à caler les bois, étourdis par les grands coups de marteau. Enfin, on reprit le déblaiement, le roulage recommença. Dès le premier voyage, Catherine, effrayée, revint en disant qu'il n'y avait plus personne au plan incliné. « J'ai appelé, on n'a pas répondu. Tous ont fichu le camp. » Le saisissement fut tel que les 10 hommes jetèrent leurs outils pour galoper. Cette idée d'être abandonnés, seuls au fond de la fosse, si loin de l'accrochage, les affolait. Ils n'avaient gardé que leurs lampes, ils couraient à la file, les hommes, les enfants, la herscheuse. Et le porion lui-même perdait la tête, jetait des appels de plus en plus effrayés du silence de ce désert des galeries qui s'étendait sans fin. Qu'arrivait-il pour qu'on ne rencontrât pas une âme? Quel accident avait pu emporter ainsi les camarades? Leur terreur s'accroissait de l'incertitude du danger, de cette menace qu'ils sentaient là, sans la connaître. Enfin, comme ils approchaient de l'accrochage, un torrent leur barra la route. Ils eurent tout de suite de l'eau jusqu'aux genoux, et ils ne pouvaient plus courir. Ils fendaient péniblement le flot, avec la pensée qu'une minute de retard allait être la mort. « Nom de Dieu, c'est le cuvelage qui a crevé !» cria Étienne. « Je le disais bien que nous y resterions !» Depuis la descente, Pierron, très inquiet, voyait augmenter le déluge qui tombait du puits. Tout en embarquant les berlines avec 2 autres, il levait la tête, la face trempée des grosses gouttes, les oreilles bourdonnantes du ronflement de la tempête, là-haut. Mais il trembla surtout quand il s'aperçut que, sous lui, le puisard, le bougnou profond de 10 mètres, s'emplissait. Déjà, l'eau jaillissait du plancher, débordait sur les dalles de fonte, et c'était une preuve que la pompe ne suffisait plus à épuiser les fuites. Il l'entendait s'essouffler avec un hoquet de fatigue. Alors, il avertit Dansaert, qui jura de colère en répondant qu'il fallait attendre l'ingénieur. 2 fois, il revint à la charge, sans tirer de lui autre chose que des haussements d'épaules exaspérés. « Eh bien, l'eau montait, que pouvait-il y faire ?» Mouque parut avec Bataille, qu'il conduisait à la corvée, et il dut le tenir des 2 mains. Le vieux cheval somnolent s'était brusquement cabré, la tête allongée vers le puits, hennissant à la mort. « Quoi donc, philosophe? Qu'est-ce qui t'inquiète? »« Ah, c'est parce qu'il pleut. Viens donc, ça ne te regarde pas. »
Mais la bête frissonnait de tout son poil. Il la traîna de force au roulage. Presque au même instant, comme Mouque et Bataille disparaissaient au fond d'une galerie, un craquement eut lieu en l'air, suivi d'un vacarme prolongé de chute. C'était une pièce du cuvelage qui se détachait, qui tombait de 180 mètres en rebondissant contre les parois. Pierron et les autres chargeurs purent se garer. La planche de chêne broya seulement une berline vide. En même temps, un paquet d'eau, le flot jaillissant d'une digue crevée, ruisselait. Dansaert voulut monter voir, mais il parlait encore qu'une seconde pièce déboula. Et, devant la catastrophe menaçante, effaré, il n'hésita plus. Il donna l'ordre de la remonte, lança des porions pour avertir les hommes dans les chantiers. Alors commença une effroyable bousculade. De chaque galerie, des files d'ouvriers arrivaient au galop, se ruaient à l'assaut des cages. On s'écrasait, on se tuait pour être remonté tout de suite. Quelques-uns qui avaient eu l'idée de prendre le goyot des échelles redescendirent en criant que le passage y était bouché déjà. C'était l'épouvante de tous, après chaque départ d'une cage. Celle-là venait de passer, mais qui savait si la suivante passerait encore, au milieu des obstacles dont le puits s'obstruait. En haut, la débâcle devait continuer. On entendait une série de sourdes détonations, les bois qui se fendaient, qui éclataient dans le grondement continu et croissant de l'averse. Une cage bientôt fut hors d'usage, défoncée, ne glissant plus entre les guides, rompue sans doute. L'autre frottait tellement que le câble allait casser, bien sûr, et il restait une centaine d'hommes à sortir. Tous râlaient, se cramponnaient, ensanglantés, noyés. 2 furent tués par des chutes de planches. Un troisième, qui avait empoigné la cage, retomba de 50 mètres et disparut dans le bougnou. Dansaert, cependant, tâchait de mettre de l'ordre. Armé d'une rivelaine, il menaçait d'ouvrir le crâne au premier qui n'obéirait pas. Et il voulait les ranger à la file, il criait que les chargeurs sortiraient les derniers après avoir emballé les camarades. On ne l'écoutait pas, il avait empêché Pierron, lâche et blême, de filer un des premiers. À chaque départ, il devait l'écarter d'une gifle, mais lui-même claquait des dents. 1 minute de plus, et il était englouti. Tout crevait là-haut. C'était un fleuve débordé, une pluie meurtrière de charpente. Quelques ouvriers accouraient encore, lorsque, fou de peur, il sauta dans une berline, en laissant Pierron y sauter derrière lui. La cage monta. À ce moment, l'équipe d'Étienne et de Chaval débouchait dans l'accrochage. Ils virent la cage disparaître et se précipitèrent, mais il leur fallut reculer sous l'écroulement final du cuvelage. Le puits se bouchait. La cage ne redescendrait pas. Catherine sanglotait. Chaval s'étranglait à crier des jurons. On était une vingtaine. Est-ce que ces cochons de chefs les abandonneraient ainsi? Le père Mouque, qui avait ramené Bataille, sans hâte, le tenait encore par la bride, tous les deux stupéfiés, le vieux et la bête, devant la hausse rapide de l'inondation. L'eau déjà montait aux cuisses. Étienne, muet, les dents serrées, souleva Catherine entre les bras. Et les vins hurlaient, la face en l'air. Les vins s'entêtaient, imbéciles, à regarder le puits, ce trou éboulé qui crachait un fleuve et d'où ne pouvait plus leur venir aucun secours. Au jour, Dansaert, en débarquant, aperçut Négrel qui accourait. Madame Hennebeau, par une fatalité, l'avait ce matin-là, au saut du lit, retenu à feuilleter des catalogues pour l'achat de la corbeille. Il était 10 heures. « Eh bien, qu'arrive-t-il donc » cria-t-il de loin. « La fosse est perdue » répondit le maître Porion, et il conta la catastrophe, en bégayant, tandis que l'ingénieur, incrédule, haussait les épaules. « Allons donc, est-ce qu'un cuvelage se démolissait comme ça ? On exagérait, il fallait voir. Personne n'est resté au fond, n'est-ce pas ?» Dansaert se troublait. Non, personne, il l'espérait du moins. Pourtant, des ouvriers avaient pu s'attarder. « Mais nom d'un chien !» dit Négrel. « Pourquoi êtes-vous sortis alors ? Est-ce qu'on lâche ces hommes ?»
tout de suite, il donna l'ordre de compter les lampes. Le matin, on en avait distribué 322, et l'on n'en retrouvait que 255. Seulement, plusieurs ouvriers avouaient que la leur était restée là-bas, tombée de leurs mains dans les bousculades de la panique. On tâcha de procéder à un appel. Il fut impossible d'établir un nombre exact. Des mineurs s'étaient sauvés, d'autres n'entendaient plus leur nom. Personne ne tombait d'accord sur les camarades manquants. Ils étaient peut-être 20, peut-être 40. Et seule une certitude se faisait pour l'ingénieur, il y avait des hommes au fond. On distinguait leurs hurlements dans le bruit des eaux, à travers les charpentes écroulées, lorsqu'on se penchait à la bouche du puits. Le premier soin de Négrel fut d'envoyer chercher M. Hennebeau et de vouloir fermer la fosse. Mais il était déjà trop tard. Les charbonniers qui avaient galopé au coron des 240, comme poursuivis par les craquements du cuvelage, venaient d'épouvanter les familles. Et des bandes de femmes, des vieux, des petits, dévalaient en courant, secoués de cris et de sanglots. Il fallut les repousser. Un cordon de surveillants fut chargé de les maintenir, car ils auraient gêné les manœuvres. Beaucoup des ouvriers remontés du puits demeuraient là, stupides, sans penser à changer de vêtements, retenus par une fascination de la peur, en face de ce trou effrayant où ils avaient failli rester. Les femmes, éperdues autour d'eux, les suppliaient, les interrogeaient, demandaient les noms. Est-ce que celui-ci en était? Et celui-là? Et cet autre? Ils ne savaient pas. Ils balbutiaient. Ils avaient de grands frissons et des gestes de fou. Des gestes qui écartaient une vision abominable, toujours présente. La foule augmentait rapidement. Une lamentation montait des routes. Et là-haut, sur le terri, dans la cabane de Bonnemort, il y avait, assis par terre, un homme, Souvarine, qui ne s'était pas éloigné et qui regardait. « Les noms! Les noms !» criaient les femmes, d'une voix étranglée de larmes. Négrel parut un instant, jeta ces mots. « Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Mais rien n'est perdu, tout le monde sera sauvé. Je descends. » Alors, muette d'angoisse, la foule attendit. En effet, avec une bravoure tranquille, l'ingénieur s'apprêtait à descendre. Il avait fait décrocher la cage en donnant l'ordre de la remplacer au bout du câble par un cuffat. Et, comme il se doutait que l'eau éteindrait sa lampe, il commanda d'en attacher une autre sous le cuffat qui la protégerait. Des porions, tremblants, la face blanche et décomposée, aidaient à ces préparatifs. « Vous descendez avec moi, Dansaert, » dit Négrel d'une voix brève. Puis, quand il les vit tous sans courage, quand il vit le maître porion chanceler, ivre d'épouvante, il l'écarta d'un geste de mépris. « Non, vous m'embarrasseriez, j'aime mieux être seul. » Déjà, il était dans l'étroit baquet qui vacillait à l'extrémité du câble. Et, tenant d'une main sa lampe, serrant de l'autre la corde du signal, il criait lui-même au machineur « Doucement !» La machine mit en branle les bobines, Négrel disparut dans le gouffre, d'où montait le hurlement des misérables. En haut, rien n'avait bougé. Il constata le bon état du cuvelage supérieur. Balancé au milieu du puits, il virait et éclairait les parois. Les fuites entre les joints étaient si peu abondantes que sa lampe n'en souffrait pas. Mais, à 300 mètres, lorsqu'il arriva au cuvelage inférieur, elle s'éteignit selon ses prévisions. Un jaillissement avait empli le cuffat. Dès lors, il n'eut plus pour y voir que la lampe pendue qui le précédait dans les ténèbres. Et malgré sa témérité, un frisson le pâlit en face de l'horreur du désastre. Quelques pièces de bois restaient seules, les autres s'étaient effondrées avec leur cadre. Derrière, d'énormes cavités se creusaient. Les sables jaunes, d'une finesse de farine, coulaient par masses considérables, tandis que les eaux du torrent, de cette mer souterraine aux tempêtes et aux naufrages ignorés, s'épanchaient en un dégorgement d'écluses. Il descendit encore, perdu au centre de ces vides qui augmentaient sans cesse, battu et tournoyant sous la trombe des sources, si mal éclairé par l'étoile rouge de la lampe, filant en bas,
qu'il croyait distinguer des rues, des carrefours de villes détruites, très loin, dans le jeu des grandes ombres mouvantes. Aucun travail humain n'était plus possible. Il ne gardait qu'un espoir, celui de tenter le sauvetage des hommes en péril. À mesure qu'il s'enfonçait, il entendait grandir le hurlement, et il lui fallut s'arrêter. Un obstacle infranchissable barrait le puits. Un amas de charpentes, les madriers rompus des guides, les cloisons fendues des goyots, s'enchevêtrant avec les guidonnages arrachés de la pompe. Comme il regardait longuement, le cœur serré, le hurlement cessa tout d'un coup. Sans doute, devant la crue rapide, les misérables venaient de fuir dans les galeries, si le flot ne leur avait pas déjà empli la bouche. Négrel dut se résigner à tirer la corde du signal pour qu'on le remontât. Puis, il se fit arrêter de nouveau. Une stupeur lui restait, celle de cet accident si brusque dont il ne comprenait pas la cause. Il désirait se rendre compte. Il examina les quelques pièces du cuvelage qui tenaient bon. À distance, des déchirures, des entailles dans le bois l'avaient surpris. Sa lampe agonisait, noyée d'humidité, et il toucha de ses doigts. Il reconnut très nettement des coups de scie, des coups de vil brequin, tout un travail abominable de destruction. Évidemment, on avait voulu cette catastrophe. Il demeurait béant. Les pièces craquèrent, s'abîmèrent avec leurs cadres dans un dernier glissement qui faillit l'emporter lui-même. Sa bravoure s'en était allée. L'idée de l'homme qui avait fait ça dressait ses cheveux, le glaçait de la peur religieuse du mal, comme si, mêlé aux ténèbres, l'homme eût encore été là, énorme, pour son forfait démesuré. Il cria, il agita le signal d'une main furieuse, et il était grand temps d'ailleurs, car il s'aperçut, 100 mètres plus haut, que le cuvelage supérieur se mettait à son tour en mouvement. Les joints s'ouvraient, perdaient leur brandissage d'étoupe, lâchaient des ruisseaux. Ce n'était à présent qu'une question d'heure. Le puits achèverait de se décuveler et s'écroulerait. Au jour, M. Hennebeau, anxieux, attendait Négrel. « Eh bien, quoi ?» demanda-t-il. Mais l'ingénieur, étranglé, ne parlait point. Il défaillait. « Ce n'est pas possible. Jamais on n'a vu ça. As-tu examiné ?» Oui, il répondait de la tête avec des regards défiants. Il refusait de s'expliquer en présence des quelques porions qui écoutaient. Il emmena son oncle à 10 mètres, ne se jugea pas assez loin, recula encore. Puis, très bas, à l'oreille, il lui dit enfin l'attentat, les planches trouées et sciées, la fosse saignée au cou et râlant. Devenu blême, le directeur baissait aussi la voix, dans le besoin instinctif qui fait le silence sur la monstruosité des grandes débauches et des grands crimes. Il était inutile d'avoir l'air de trembler devant les 10 000 ouvriers de Montsou. Plus tard, on verrait. Et tous deux continuaient à chuchoter, atterrés qu'un homme eût trouvé le courage de descendre, de se pendre au milieu du vide, de risquer sa vie 20 fois, pour cette effroyable besogne. Il ne comprenait même pas cette bravoure folle dans la destruction. Il refusait de croire, malgré l'évidence, comme on doute de ces histoires d'évasion célèbres, de ces prisonniers envolés par des fenêtres à 30 mètres du sol. Lorsque M. Hennebeau se rapprocha des porions, un tic nerveux tirait son visage. Il eut un geste de désespoir. Il donna l'ordre d'évacuer la fosse tout de suite. Ce fut une sortie lugubre d'enterrement, un abandon muet, avec des coups d'œil en arrière sur ces grands corps de briques, vides et encore debout, que rien désormais ne pouvait sauver. Et, comme le directeur et l'ingénieur descendaient les derniers de la recette, la foule les accueillit de sa clameur, répétait obstinément « Les noms, dites les noms !» Maintenant, la Maheude était là, parmi les femmes. Elle se rappelait le bruit de la nuit. Sa fille et le logeur avaient dû partir ensemble. Ils se trouvaient pour sûr au fond. Et après avoir crié que c'était bien fait, qu'ils méritaient d'y rester, les sans-cœurs, les lâches, elle était accourue. Elle se tenait au premier rang,
grelottante d'angoisse. D'ailleurs, elle n'osait plus douter. La discussion qui s'élevait autour d'elle sur les noms la renseignait. Oui, oui, Catherine y était, Étienne aussi, un camarade les avait vus. Mais au sujet des autres, l'accord ne se faisait toujours pas. Non, pas celui-ci. Celui-là, au contraire, peut-être Chaval, avec lequel pourtant un galibot jurait d'être monté. La Levaque et la Pironne, bien qu'elles n'eussent personne en péril, s'acharnaient, se lamentaient aussi fort que les autres. Sorti un des premiers, Zacharie, malgré son air de se moquer de tout, avait embrassé en pleurant sa femme et sa mère. Et, demeuré près de celle-ci, il grelottait avec elle, montrant pour sa sœur un débordement inattendu de tendresse, refusant de la croire là-bas, tant que les chefs ne l'auraient pas constaté officiellement. Les noms, de grâce, les noms. Négrel, énervé, dit très haut au surveillant. Mais faites-les donc taire, c'est à mourir de chagrin, nous ne les avons pas, les noms. 2 heures s'étaient passées déjà. Dans le premier effarement, personne n'avait songé à l'autre puits, au vieux puits de Réquillart. Monsieur Hennebeau annonçait qu'on allait tenter le sauvetage de ce côté, lorsqu'une rumeur courut. 5 ouvriers, justement, venaient d'échapper à l'inondation en remontant par les échelles pourries de l'ancien goyot hors d'usage. Et l'on nommait le père Mouque. Cela causait une surprise, personne ne le croyait au fond. Mais le récit des 5 évadés redoublait les larmes. 15 camarades n'avaient pu les suivre, égarés, murés par des éboulements. Et il n'était plus possible de les secourir, car il y avait déjà 10 mètres de crue dans Réquillart. On connaissait tous les noms. L'air s'emplissait d'un gémissement de peuple égorgé. « Faites-les donc taire !» répéta Négrel furieux. « Et qu'ils reculent. Oui, oui, à 100 mètres. Il y a du danger. Repoussez-les, repoussez-les !» Il fallut se battre contre ces pauvres gens. Ils s'imaginaient d'autres malheurs. On les chassait pour leur cacher des morts. Et les porions durent leur expliquer que le puits allait manger la fosse. Cette idée les rendit muets de saisissement. Ils finirent par se laisser refouler pas à pas. Mais on fut obligé de doubler les gardiens qui les contenaient, car malgré eux, comme attirés, ils revenaient toujours. 1 millier de personnes se bousculaient sur la route, on accourait de tous les corons, de Montsou même. Et l'homme, en haut, sur le terri, l'homme blond, à la figure de fille, fumait des cigarettes pour patienter, sans quitter la fosse de ses yeux clairs. Alors, l'attente commença. Il était midi. Personne n'avait mangé et personne ne s'éloignait. Dans le ciel brumeux d'un gris sale, passaient lentement des nuées couleur de rouille. Un gros chien, derrière la haie de Rasseneur, aboyait violemment, sans relâche, irrité du souffle vivant de la foule. Et cette foule, peu à peu, s'était répandue dans les terres voisines, avait fait le cercle autour de la fosse à 100 mètres. Au centre du grand vide, le Voreux se dressait. Plus une âme, plus un bruit, un désert. Les fenêtres et les portes, restées ouvertes, montraient l'abandon intérieur. Un chat rouge, oublié, flairant la menace de cette solitude, sauta d'un escalier et disparut. Sans doute les foyers des générateurs s'éteignaient à peine, car la haute cheminée de briques lâchait de légères fumées sous les nuages sombres, tandis que la girouette du beffroi grinçait au vent, d'un petit cri aigre, la seule voix mélancolique de ces vastes bâtiments qui allaient mourir. À 2 heures, rien n'avait bougé. Monsieur Hennebeau, Négrel, d'autres ingénieurs accourus formaient un groupe de redingotes et de chapeaux noirs, en avant du monde. Et eux non plus ne s'éloignaient pas, les jambes rompues de fatigue, fiévreux, malades d'assister impuissants à un pareil désastre, ne chuchotant que de rares paroles, comme au chevet d'un moribond. Le cuvelage supérieur devait achever de s'effondrer,
On entendait de brusques retentissements, des bruits saccadés de chutes profondes, auxquels succédaient de grands silences. C'était la plaie qui s'agrandissait toujours. L'éboulement, commencé par le bas, montait, se rapprochait de la surface. Une impatience nerveuse avait pris Négrel. Il voulait voir, et il s'avançait déjà, seul dans ce vide effrayant, lorsqu'on s'était jeté à ses épaules. À quoi bon? Il ne pouvait rien empêcher. Cependant, un mineur, un vieux, trompant la surveillance, galopa jusqu'à la baraque. Mais il reparut tranquillement. Il était allé chercher ses sabots. 3 heures sonnèrent. Rien encore. Une averse avait trempé la foule sans qu'elle reculât d'un pas. Le chien de Rasseneur s'était remis à aboyer. Et ce fut à 3h20 seulement qu'une première secousse ébranla la terre. Le Voreux en frémit, solide, toujours debout. Mais une seconde suivit aussitôt, et un long cri sortit des bouches ouvertes. Le hangar goudronné du criblage, après avoir chancelé 2 fois, venait de s'abattre avec un craquement terrible. Sous la pression énorme, les charpentes se rompaient et frottaient si fort qu'il en jaillissait des gerbes d'étincelles. Dès ce moment, la terre ne cessa de trembler, les secousses se succédaient, des affaissements souterrains, des grondements de volcans en éruption. Au loin, le chien n'aboyait plus. Il poussait des hurlements plaintifs comme s'il eût annoncé les oscillations qu'il sentait venir. Et les femmes, les enfants, tout ce peuple qui regardait, ne pouvait retenir une clameur de détresse à chacun de ces bonds qui les soulevaient. En moins de 10 minutes, la toiture ardoisée du beffroi s'écroula. La salle de recette et la chambre de la machine se fendirent, se trouèrent d'une brèche considérable. Puis, les bruits se turent, l'effondrement s'arrêta, et il se fit de nouveau un grand silence. Pendant 1 heure, le Voreux resta ainsi, entamé, comme bombardé par une armée de barbares. On ne criait plus. Le cercle élargi des spectateurs regardait. Sous les poutres en tas du criblage, on distinguait les culbuteurs fracassés, les trémies crevés et tordus. Mais c'était surtout à la recette que les débris s'accumulaient, au milieu de la pluie des briques, parmi des pans de murs entiers tombés en gravats. La charpente de fer qui portait les molettes avait fléchi, enfoncé à moitié dans la fosse. Une cage était restée pendue, un bout de câble arraché flottait. Puis, il y avait une bouillie de berlines, de dalles de fonte, d'échelles. Par un hasard, la lampisterie, demeurée intacte, montrait à gauche les rangées claires de ces petites lampes. Et, au fond de sa chambre éventrée, on apercevait la machine, assise carrément sur son massif de maçonnerie. Les cuivres luisaient, les gros membres d'acier avaient un air de muscle indestructible, l'énorme bielle, repliée en l'air, ressemblait aux puissants genoux d'un géant, couché et tranquille dans sa force. Monsieur Hennebeau, au bout de cette heure de répit, sentit l'espoir renaître. Le mouvement des terrains devait être terminé. On aurait la chance de sauver la machine et le reste des bâtiments. Mais il défendait toujours qu'on s'approchât. Il voulait patienter une demi-heure encore. L'attente devint insupportable. L'espérance redoublait l'angoisse. Tous les cœurs battaient. Une nuée sombre, grandie à l'horizon, hâtait le crépuscule, une tombée de jour sinistre sur cette épave des tempêtes de la terre. Depuis 7 heures, on était là, sans remuer, sans manger. Et, brusquement, comme les ingénieurs s'avançaient avec prudence, une suprême convulsion du sol les mit en fuite. Des détonations souterraines éclataient. Toute une artillerie monstrueuse cartonnant le gouffre. À la surface, les dernières constructions se culbutaient, s'écrasaient. D'abord, une sorte de tourbillon porta les débris du criblage et de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut.
Puis, ce fut la tourelle carrée où râlait la pompe d'épuisement qui tomba sur la face, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose. On vit la machine, disloquée sur son massif, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou géant comme pour se lever. Mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule la haute cheminée de 30 mètres restait debout, secouée, pareille à un mât dans l'ouragan. On croyait qu'elle allait s'émietter et voler en poudre, lorsque, tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, bu par la terre, fondu ainsi qu'un cierge colossal. Et rien ne dépassait, pas même la pointe du paratonnerre. C'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier, le voreux venait de couler à l'abîme. Hurlante, la foule se sauva. Des femmes couraient en se cachant les yeux. L'épouvante roula des hommes comme un tas de feuilles sèches. On ne voulait pas crier, et on criait, la gorge enflée, les bras en l'air, devant l'immense trou qui s'était creusé. Ce cratère de volcan éteint, profond de 15 mètres, s'étendait de la route au canal, sur une largeur de 40 mètres au moins. Tout le carreau de la mine y avait suivi les bâtiments, les tréteaux gigantesques, les passerelles avec leurs rails, un train complet de berlines, 3 wagons. Sans compter la provision des bois, une futaie de perches coupées, avalées comme des pailles. Au fond, on ne distinguait plus qu'un gâchis de poutres, de briques, de fer, de plâtre, d'affreux restes pilés, enchevêtrés, salis, dans cet encagement de la catastrophe. Et le trou s'arrondissait, des gerçures partaient des bords, gagnaient au loin à travers les champs. Une fente montait jusqu'au débit de Rasseneur, dont la façade avait craqué. Est-ce que le coron lui-même y passerait? Jusqu'où devait-on fuir pour être à l'abri dans cette fin de jour abominable, sous cette nuée de plomb, qui elle aussi semblait vouloir écraser le monde? Mais Négrel eut un cri de douleur. Monsieur Hennebeau, qui avait reculé, pleura. Le désastre n'était pas complet. Une berge se rompit, et le canal se versa d'un coup en une nappe bouillonnante dans une des gerçures. Il y disparaissait, il y tombait, comme une cataracte dans une vallée profonde. La mine buvait cette rivière, l'inondation maintenant submergeait les galeries pour des années. Bientôt le cratère s'emplit, un lac d'eau boueuse occupa la place où était naguère le Voreux, pareil à ces lacs sous lesquels dorment des villes maudites. Un silence terrifié s'était fait. On n'entendait plus que la chute de cette eau, ronflant dans les entrailles de la terre. Alors, sur le terri ébranlé, Souvarine se leva. Il avait reconnu la Maheude et Zacharie, sanglotant en face de cet effondrement, dont le poids pesait si lourd sur les têtes des misérables qui agonisaient au fond. Et il jeta sa dernière cigarette. Il s'éloigna, sans un regard en arrière, dans la nuit devenue noire. Au loin, son ombre diminua, se fondit avec l'ombre. C'était là-bas qu'il allait, à l'inconnu. Il allait, de son air tranquille, à l'extermination. Partout où il y aurait de la dynamite, pour faire sauter les villes et les hommes. Ce sera lui, sans doute, quand la bourgeoisie agonisante entendra, sous elle, à chacun de ses pas, éclater le pavé des rues,